De nouveaux recours. De son côté, la Ligue des droits de l'homme a saisi le Conseil d'État. Alors Mathieu, comme le dit très justement ce sujet, chaque année la mairie de Mandelieu-la-Napoule tente d'interdire le port du burkini sur la plage et chaque année ça se termine de la même manière, c'est-à-dire que le Conseil d'État finalement invalide cette décision. On verra si cette fois ça change, il n'y a aucune raison que ce qui a été invalidé l'an dernier ne le soit pas cette année. Oui, parce qu'il n'y a pas les fondements juridiques aujourd'hui pour pouvoir interdire le burkini à la plage, puisque la plage n'est pas un service public, c'est l'espace public, lorsque on peut l'interdire dans les piscines ou dans les autres services publics. Donc, en utilisant souvent d'ailleurs l'argument de l'hygiène. Oui, par exemple. Mais effectivement, ça peut être détourné pour utiliser... parce qu'il faut quand même décréter une chose quand même assez majeure et assez fondamentale. On est dans une société occidentale française, laïque d'une certaine façon, et on ne veut pas de ce type d'accoutrement dans notre pays. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on ait déjà posé le bon diagnostic avant de pouvoir régler les problèmes. Le diagnostic qu'il faut poser, c'est qu'il y a aujourd'hui une religion, notamment l'islam et notamment sa branche politique, qui pratique de l'entrisme dans notre société, à la plage, mais pas que, dans le sport, dans toutes les associations, à l'école, etc. Et cette philosophie politique-là, cette doctrine politique-là, veut aujourd'hui tester notre modèle de civilisation et veut imposer ses mœurs, ses coutumes et ses valeurs. Or, nous ne voulons pas de ça. Et donc, il faut se donner les moyens, et j'en arriverai là-dessus, de comment répondre concrètement à cette menace aujourd'hui-là. C'est-à-dire qu'on dit, nous, notre modèle, c'est pas le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on fait pas, on pratique pas ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, c'est-à-dire justement de laisser, on va dire, une religion pratiquer ces phénomènes d'entrisme. Nous, on a un modèle laïque et unitaire, et à ce titre-là, il faut, et c'est la proposition que nous voulons formuler dans le débat public, il faut éventuellement réfléchir à une seconde loi de laïcité, complète la première, puisque la première aujourd'hui règle les services publics. Une seconde pourrait justement régler toutes les questions liées à l'espace public notamment, et pour pouvoir justement avoir les fondements juridiques pour que les maires puissent ensuite prendre ce type d'arrêté d'un point de vue légal. Parce que Joseph Noël, pour l'instant, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que chaque fois qu'un maire tente, et ça a été le cas notamment en Corse, on vous en à l'époque pour Barack Obama, avec le fait de ressortir aussi ceux qui parlent évidemment au camp démocrate et qui ont quand même un peu une stature différente, évidemment. Oui, les démocrates sont passés d'un parti qui était défaitiste, tout le monde était défaitiste avec Joe Biden, à un parti qui aujourd'hui est un parti de l'espoir et qui y croit. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris, qui pourtant était une figure au sein des démocrates qui était plutôt impopulaire de par le fait qu'aux primaires de 2020, elle avait été sanctionnée par les démocrates dans un premier temps. Et puis, lorsqu'elle a été vice-présidente de Joe Biden, on se souvient, au début, elle n'emportait pas l'adhésion d'une grande partie des démocrates. Beaucoup lui reprochaient beaucoup de choses, notamment sur les questions migratoires. Or, aujourd'hui, elle a réussi, force est de constater, elle a réussi à recréer de l'espoir, notamment sur 3 éléments. D'une part, elle a les soutiens de ceux qui comptent au Parti démocrate, c'est-à-dire les couples Obama et le couple Clinton. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle a les délégués de Joe Biden, puisqu'elle a le soutien de Joe Biden. Et puis le troisième élément, c'est qu'elle a les ressources financières aujourd'hui pour pouvoir mener campagne, et elle profite de tout le poids de l'establishment démocrate pour pouvoir faire campagne. Maintenant, il y a quand même plusieurs difficultés qui vont s'annoncer devant Kamala Harris. Il y en a au moins 3. Il y a déjà un premier match qu'elle va devoir remporter face à Donald Trump, c'est le match des images. C'est-à-dire que la séquence qu'on a eue après la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui avait placé Donald Trump très très haut, aujourd'hui, elle a été éclipsée par la Convention des démocrates. Mais là, en septembre, on va être sur une nouvelle séquence. La séquence ne sera pas Kamala Harris qui doit s'imposer au sein des démocrates, mais Kamala Harris contre Donald Trump, avec cet événement du 10 septembre, le débat face à Donald Trump. Donc ça, c'est un premier enjeu. Est-ce qu'elle va pouvoir battre Donald Trump en termes d'image ? Ce n'est pas certain. Ensuite, après, il y a un deuxième match qu'elle va devoir jouer et qu'elle va devoir remporter, c'est le match des bilans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kamala Harris, quoi qu'on en dise, elle va devoir être comptable du bilan de l'administration de Biden. Or, le bilan de l'administration de Biden, il est, sur les questions économiques et migratoires, jugé plutôt sévèrement par les Américains. Notamment parce que les Américains ont la sensation qu'ils ont moins bien vécu et économiquement, leur pouvoir d'achat s'est rétréci sous Joe Biden, lorsque ce n'était pas le cas sous Donald Trump. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième point, j'en terminerai dessus, c'est la guerre des récits. C'est-à-dire que Kamala Harris va devoir continuer à imposer ce récit progressiste, ce récit d'ouverture, ce récit de l'Amérique qui gagne, face à celui de Donald Trump. Mais Donald Trump va pouvoir aussi également changer de stratégie. Aujourd'hui, il est sur une stratégie plutôt de communication agressive, mais peut-être qu'il va changer pour pouvoir cibler les électeurs indécis et indépendants. Et c'est tout l'enjeu du sujet aujourd'hui. On va écouter un nouvel extrait du discours de Barack Obama hier. Il assurait l'Amérique, selon lui, est prête pour Kamala Harris. Écoutez-le.
Nous n'avons pas besoin de 4 années supplémentaires d'esbrouf, de maladresse et de chaos. Nous avons déjà vu ce film et nous savons tous que la suite est généralement pire. L'Amérique est prête pour un nouveau chapitre. L'Amérique est prête pour une meilleure histoire. Nous sommes prêts pour une présidente Kamala. Dernier mot, Mathieu, oui, rapidement. D'autant plus que c'est une lutte qui est politique, je rejoins ce qui a été dit, dans la mesure où en fait les personnes qui sont à la promotion de cet instrument, qui permet de pratiquer l'entrisme dans notre société, sont des gens qui mettent en concurrence différents modèles de société et différents modèles de civilisation. Vous avez parlé tout à l'heure des influenceurs, qui sont des influenceurs islamistes qui sont effectivement à l'étranger ou même dans notre pays. En fait, à chaque fois, ce qu'ils disent aux jeunes filles, ou même pas forcément qu'aux jeunes filles, ça peut être aussi aux jeunes garçons pour le port du camis, par exemple. Ils disent à chaque fois, regardez, la France, le modèle laïque français, la laïcité à la française, c'est un modèle qui est totalitaire, qui est liberticide, puisque quand vous comparez au modèle anglo-saxon, vous pouvez porter ces tenues-là et ça ne pose pas de problème. Donc ils sont bien dans une comparaison politique, où ils font également la comparaison avec les sociétés arabo-musulmanes, notamment au Maghreb ou aux Émirats, notamment à Dubaï, pardon. Et justement, ils disent, regardez, vous pouvez faire des choses, vous ne pouvez pas faire certaines choses en France, mais vous pouvez le faire dans les pays arabo-musulmans ou dans les pays anglo-saxons. Ça démontre que le modèle de la laïcité à la française est un modèle qui est néfaste. Et c'est pour cela, et j'en conclurai dessus, qu'il y a un certain nombre de jeunes français musulmans qui, selon les derniers sondages, sont très critiques à l'encontre de la religion, de la laïcité, et sont très critiques à l'encontre du modèle républicain. N'oublions pas qu'à l'heure où on parle, il y a des femmes qui sont en Iran pour ne pas porter le voile, qui sont battues, emprisonnées, voire pendues. C'est des maires qui doivent aller dans certains quartiers pour tenter de résoudre des problèmes. C'est aussi, une fois de plus, l'impuissance de l'État qui a tout délégué aux maires et malheureusement, ils sont seuls face à des situations de violence. 55% des maires envisagent de ne pas se représenter en 2026. Ça doit nous interroger sur justement la question des élus locaux et les élus qui sont au contact des populations, parce qu'aujourd'hui, ils sont victimes, comme l'ensemble des personnalités dépositaires d'une autorité publique et l'ensemble des gens qui travaillent auprès du public, par exemple, ils font face à l'ensauvagement de la société et à une ultra-violence qui a explosé. Tous les chiffres de l'insécurité le démontrent, que ce soit en termes d'agression contre les personnes, mais également contre les biens, et puis également contre les services publics, où les agressions contre les attaques contre les services publics n'ont jamais été aussi hautes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été auparavant. Et puis aussi, il y a une question qui est beaucoup plus globale, qui traverse notre société, qui traverse les sociétés occidentales d'un point de vue plus global, qui est ce qu'on appelle la crise d'autorité. Et or aujourd'hui, comment on peut justement promouvoir l'engagement politique, dire qu'il faut davantage s'engager parce qu'on a de moins en moins de personnes qui s'engagent, et laisser les maires en première ligne face à l'augmentation de l'insécurité. C'est inadmissible. Éric Tegner et Paul-Antoine, rapidement une réaction justement sur ce qu'on vient de voir et sur la solitude aussi des maires face à ce genre de situations qui se reproduisent de plus en plus. Oui, moi. Si les passeurs face à nous étaient plus puissants que nos propres États. Oui. Faire la guerre aux passeurs, en réalité, c'est une nécessité absolue. C'est logique, c'est évident, mais c'est surtout un slogan pour ne pas faire autre chose. Parce que, ça a été bien rappelé, on n'arrive pas, entre deux pays développés, la France et le Royaume-Uni, à faire la guerre aux passeurs sur notre propre sol. Donc comment on va aller faire la guerre aux passeurs dans les pays qui sont en dehors du continent européen, notamment en Tunisie, en Libye ou même en Algérie? Ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire qu'il faut revoir la politique migratoire globalement d'un point de vue européen. Et là-dessus, le Royaume-Uni aura des difficultés de toute façon puisqu'il est sorti de l'Union européenne. C'est de justement mettre en place soit des partenariats beaucoup plus poussés que ce qu'ils sont aujourd'hui actuellement entre l'Union européenne et les pays du Maghreb. Deuxième proposition, sinon, il faudra instaurer un rapport de force avec ces pays-là et donc effectivement les contraindre, eux, à régler le problème. On sait qu'il y a des gouvernements aujourd'hui dans les pays du Maghreb qui sont contre l'immigration illégale, en Tunisie notamment. Le président tunisien est contre l'immigration illégale et parce qu'elle pourrit aussi la vie de ses propres concitoyens. Donc le sujet est là. Mais ensuite, après, plus globalement, la difficulté qu'a le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est ce que vous avez rappelé, Arnaud Benedetti, c'est que les Britanniques se sont exprimés à 47% lorsqu'ils ont voté pour le Brexit en faveur d'un contrôle, du take-back control, donc de reprendre le contrôle sur la politique migratoire. C'était le motif numéro 1. Or, ce que l'on voit, c'est qu'en 2015, lorsqu'ils ont voté pour le Brexit, il y avait 500 000 entrées légales. Je ne parle même pas d'entrées illégales. Or,
aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'entrées légales. Donc ça pose le problème aujourd'hui de l'immigration plutôt légale. Or, quand on regarde les voies de l'immigration légale au Royaume-Uni, c'est principalement l'immigration du travail. Et puis surtout, il y a aussi une problématique majeure qui est le droit d'asile. Et donc, en fait, on dit la loi Rwanda n'était pas une bonne loi. Nous ne pensons pas cela parce qu'en fait, déjà, elle n'a pas pu être appliquée réellement. Et puis, deux, quand on regarde en fait le programme qui était le programme sur cette loi Rwanda, on s'aperçoit que économiquement, elle pouvait être viable si elle était mise en œuvre, puisque lorsqu'on regarde le coût d'hébergement aujourd'hui par migrant demandeur d'asile au Royaume-Uni, on est à peu près à 32 000 euros, je le rapporte en euros, par migrant. Or, la loi Rwanda, dont on dit qu'elle était dispendieuse, disproportionnée et que c'était un puits sans fond, ne coûtait que 27 000 euros par migrant. Donc, cette mesure aurait pu être efficace, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Or, aujourd'hui, le Royaume-Uni a eu du mal à l'appliquer et les travaillistes ont d'ores et déjà signifié qu'ils ne reviendraient pas dessus. Donc, c'est facile pour les travaillistes de dire on va lutter contre l'immigration légale et on va expulser davantage les déboutés du droit d'asile. Comment vont-ils le faire en réalité? Ils n'ont pas de moyens. Louison Bastien, c'est vrai que ce qui se passe aussi au il n'est pas à l'abri d'une motion de censure non plus. Non, mais tout à fait. De toute façon, le président de la République aujourd'hui, malgré ce que vous dites, commet un déni de réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne semble pas avoir compris que les Français se sont exprimés, non pas qu'en 2024, mais depuis 2022, sur un message qui est clair et qu'il doit entendre. Il faut partager le pouvoir. En 2022, il a été réélu à la présidence de la République, non pas sur son projet politique, mais parce qu'il était face à Jean-Luc Mélenchon et face à Marine Le Pen. En législative de 2022, les Français lui ont dit le macronisme, nous n'en voulons plus, il faut trouver des compromis avec d'autres forces politiques. Cela n'a pas été fait suffisamment, puisque lorsque Emmanuel Macron demande une nouvelle clarification après les élections européennes, qui ont été quand même, il faut le souligner, l'une des pires claques électorales pour un parti présidentiel au sein des élections européennes. Sous Michel Rocard, on n'était pas tombé aussi bas. Suivi en plus des législatives. Et, exactement. Et sous même François Hollande avec Manuel Valls, on n'est pas tombé aussi bas. Donc, la question qui s'est posée ensuite après avec les législatives, c'est justement de pouvoir clarifier un petit peu l'offre politique. Les Français ont beaucoup voté. Ils ont beaucoup voté, ils ont massivement voté. Donc, cette assemblée est très légitime. Et surtout, ils lui ont dit une chose suivante, c'est que maintenant, il faut partager le pouvoir. Or, tous les scénarios aujourd'hui qui sont sur la table du président de la République, on a l'impression qu'il ne veut pas partager le pouvoir. Il dit qu'il ne veut pas de Lucie Castet. On peut comprendre pourquoi il n'en veut pas, parce qu'effectivement, elle va détricoter une partie de son programme sur la réforme des retraites, etc. Mais il dit qu'il ne veut pas de Lucie Castet. Pourquoi ? Parce que cela serait une cohabitation et qu'il ne veut pas de cohabitation. Parce que le NFP a 190 députés et que c'est absolument pas tenable de gouverner avec 190 députés. Dans ces cas-là, il faut le démontrer. En la nommant et en la laissant tomber. Et donc la solution, ce serait d'avoir une motion de censure au moment des budgets et de rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Pas au moment des budgets, 48 heures après le second tour des législatives. Voilà. En la nommant tout de suite, on aurait déjà eu quelqu'un au budget. Il fallait le démontrer. On ne peut pas dire... Sauf que le NFP, je rappelle que 48 heures après, n'avait pas de nom à proposer. Oui, c'est quand même une petite difficulté. Ils ont mis un mois avant de proposer un nom. C'est là où j'en viens à ce point, effectivement. Si le NFP n'avait pas de nom à proposer, eh bien, on serait rentré dans une situation comme en Espagne. Il y a un an, il y a eu des législatives. Pedro Sanchez, donc Premier ministre socialiste, était justement l'équivalent dans la situation d'Emmanuel Macron. Il a fini deuxième aux élections législatives. C'était l'union des droites entre Vox et le Partido Popular, donc l'équivalent des Républicains en Espagne, qui arrivait en tête. Ils n'ont pas su se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre et le roi d'Espagne a chargé Pedro Sanchez de trouver une coalition. Ça se passe comme ça dans toutes les démocraties. Pourquoi c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, se mettre autour de la table et bâtir une coalition. Il n'a pas essayé de proposer au nouveau populaire de nommer un gouvernement. Vous voulez aujourd'hui qu'on nomme quelqu'un et qu'on forme une coalition. Non, mais il aurait dû le faire avant. Il y a une différence. Vous savez, la case du Front populaire. Bien sûr, sinon vous ne pouvez pas dire qu'ils ne peuvent pas gouverner que ça. La différence fondamentale avec la monarchie constitutionnelle que constitue l'Espagne et comme le Royaume-Uni en l'occurrence, c'est que en Espagne le roi règne mais ne gouverne pas, et c'est la difficulté fondamentale et la différence fondamentale avec notre propre système, qui est un régime, il faut le rappeler, quand même aussi un régime semi-présidentiel. Mais Emmanuel Macron aujourd'hui n'a pas eu le capital politique pour pouvoir régner. Ah, ça c'est clair. Donc, donc on est rentré dans effectivement gouverner. Oui, gouverner bien évidemment. Je dis régner avec des guillemets. Mais donc après effectivement vous posez la question sur les solutions maintenant. Maintenant qu'on est dans cette situation-là, quelles sont les solutions rapidement? Il y a effectivement la première possibilité, c'est la coalition, une coalition des modérés qui irait de la droite aux socialistes. Mais la réalité, c'est que ni les Républicains n'en veulent, ni les partis socialistes, puisque le Parti socialiste de toute façon est piégé dans son alliance avec le nouveau Front populaire. Et ça ne changera pas, quoi qu'en dise Raphaël Glucksmann. Ensuite, il y a la deuxième option, c'est de bâtir ce qu'on appelle effectivement le gouvernement technique. Mais le gouvernement technique, c'est de la même façon. Il a besoin d'une légitimité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui,
Quelles sont les forces politiques qui vont voter pour cela, on ne sait pas. Et puis la troisième option, ça serait de faire un gouvernement d'union nationale. Sauf que l'union nationale, il a déjà dit qu'il n'en voulait pas puisqu'il exclut de fait la France insoumise et le Rassemblement national. Donc on ne peut pas faire des gouvernements d'union nationale avec un tiers des députés qui ne sont pas présents. Je voudrais qu'on change un peu de sujet, mais toujours en politique, puisqu'il y a une nouvelle